sont les aléas du direct. Chaude ambiance en Corrèze. Monsieur le maire de Brive, cher Frédéric, mes chers amis corréziens, vous êtes trop nombreux pour que je vous cite tous, mais je voudrais dire cher Claude, cher Frédéric, cher Pascal, cher Jean-Jacques, cher Denis Tinilac. Je suis très heureuse parce qu'ici, c'est la Corrèze. Je voudrais saluer le président des centristes, président de l'association des régions de France, Hervé Morin, pour son beau discours et surtout pour sa grande transhumance de Grèce. Saluer tous les parlementaires et tout spécialement monsieur le député du Portugal, des Portugais de France, cher Carlos, qui vient aussi aujourd'hui nous rendre visite à Brive. Saluer les conseillers régionaux, les conseillers départementaux, tous les maires, les élus, les intervenants aussi, que je remercie d'avoir animé avec brio cette rentrée. Et je voudrais surtout vous dire à toutes et à tous, chers amis, quel bonheur de nous retrouver ici, 2 fois plus nombreux que l'année dernière, venus de toute la France, de métropole comme d'outre-mer. Oui, c'est ici que tout a commencé, sur votre belle terre de Corrèze, à laquelle je suis tant attachée. La terre de l'homme qui m'a entraîné en politique et qui reste pour nous tous une figure tutélaire, le président Jacques Chirac, à qui nous adressons une pensée particulièrement affectueuse ce matin. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Voilà l'avertissement visionnaire et solennel que Jacques Chirac, le premier, lançait à Johannesburg il y a 17 ans déjà. Parce qu'il y avait un lien charnel entre lui et la nature préservée de Corrèze, parce qu'il avait une singulière humanité, parce qu'il respectait toutes les cultures et les civilisations, même celles qui étaient les plus éloignées de la nôtre, Jacques Chirac avait compris, en précurseur, que l'enjeu du XXIe siècle serait celui de la préservation de notre planète. Alors que notre poumon vert, l'Amazonie, brûle, et que le président populiste brésilien Jair Bolsonaro nie l'ampleur de la crise, il était urgent que la France réagisse. Et je suis heureuse que le président de la République ait saisi l'occasion du G7 pour suspendre la ratification du traité de libre-échange entre l'Europe et le Mercosur. Il en aura fallu du temps pourtant à Emmanuel Macron pour voir enfin que si le libre-échange est bénéfique, il ne doit pas se faire au prix du sacrifice de ce pourquoi nous nous battons. L'exigence environnementale, mais aussi une agriculture de qualité et des normes sociales exigeantes. Depuis des mois, j'alertais sur les dangers de cet accord déséquilibré qui aurait sacrifié au profit des multinationales nos agriculteurs et tous les efforts qu'ils ont faits depuis des décennies pour cultiver mieux et des produits de qualité. Alors notre société et notre monde ne peuvent pas être ceux du tout marchand, où tout s'organiserait autour de la loi du marché. Ce n'est pas ce à quoi aspirent les Français, et ça ne peut pas être le message de la France au monde. Le monde. Jamais le monde n'a été aussi menaçant. Menace écologique, je l'ai dit, l'Amazonie est en flammes, la banquise et les glaciers fondent à vue d'œil. Les canicules entraînent des famines et les dérèglements climatiques s'enchaînent. Mais jamais les menaces économiques n'ont, elles non plus, été aussi fortes. Les populistes au pouvoir, l'imprévisible Donald Trump, l'incontrôlable Boris Johnson, donnent le sentiment de jouer à pile ou face l'avenir de la planète. Trump, en lançant la guerre commerciale contre la Chine et en déclarant « Mon ennemi économique, c'est l'Europe », il veut nous réduire à un continent de consommateurs de produits américains dont les données personnelles et les secrets de la vie privée seront exploités sans vergogne par les GAFAM. Boris Johnson, en poussant le Royaume-Uni vers le Brexit à marche forcée, y compris, tenez-vous bien, en muselant son propre Parlement, il va plonger toute l'économie européenne dans une grande turbulence.
Enfin, la finance devient folle. Le monde est rentré dans l'ère des taux d'intérêt négatifs. Alors, c'est quoi les taux d'intérêt négatifs? Eh bien, ça veut dire qu'il vaut beaucoup mieux tout dépenser aujourd'hui que d'épargner pour demain. Et certains vont en déduire qu'il faut s'endetter encore, s'endetter toujours plus, creuser les déficits encore plus. Alors, attention, nous allons vivre une période dangereuse. Ne soyons pas irresponsables. Les bulles spéculatives, les mêmes qui ont amené la crise des subprimes en 2008, souvenez-vous, celle à laquelle Nicolas Sarkozy a dû faire face, ou celle des dettes souveraines en 2011, encore une autre crise à laquelle nous avons dû faire face. Ces bulles spéculatives sont en train de se reconstituer. La récession menace et le gouvernement regarde ailleurs. Nous devons aussi regarder en face la menace migratoire, car le plus dur est devant nous. Poussés par la misère, par la détresse, par la guerre, par le réchauffement climatique qui leur interdit de continuer à vivre sur leur terre ancestrale, des peuples entiers vont chercher ailleurs, et souvent chez nous, en Europe, en France, les conditions d'un avenir meilleur, ou tout simplement de leur survie. Alors oui, ces migrations menacent de déséquilibrer complètement nos régimes de solidarité, et à plus long terme, la culture et l'identité européenne. Comment les réduire? Comment redonner force à la notion de frontière européenne, nationale? Mais surtout, comment envisager une politique résolue de soutien au développement en France et en Europe? Nous devons reconnaître, nous devons dire que l'urgence aujourd'hui est africaine. Nous ne pouvons pas laisser ce continent voisin, ce continent ami, seul face à ce défi. La sécurité du monde, enfin, est toujours menacée. C'est pourquoi la France doit soutenir envers et contre Trump l'accord de non-prolifération nucléaire iranien. Mais il serait également illusoire de croire que nous en avons fini avec le terrorisme islamiste. Certes, les bastions de l'État islamique sont tombés, mais les experts sont unanimes pour dire que dans l'ombre, Daesh reconstitue ses forces et continuera de menacer notre civilisation. Alors, pour faire face à toutes ces menaces, il nous faudrait une France forte, économiquement et politiquement. Une nation unie et soudée autour de ses valeurs. Et pourtant, jamais notre pays n'a semblé aussi fracturé. Valenciennes, Angers, Caen, Mont-Soleil-Mines, Mayotte, La Réunion, Perpignan, Antibes, Marseille. Je n'ai pas cessé de parcourir notre pays ces derniers mois. Il faut entendre le peuple. Si les gilets jaunes sont moins nombreux, les raisons de leur colère que tu connais bien, Hervé, n'ont pas disparu. Est-ce que la France va mieux? Par certains aspects, sans doute. Est-ce que les Français vont bien? À l'évidence, non. Sortis de certaines poches de prospérité, les Français souffrent. Ils souffrent de ne pas vivre décemment de leur salaire ou de leur retraite. Ils souffrent du chômage qui reste bien plus élevé que chez nos voisins. Ils souffrent à l'idée que l'avenir de leurs enfants est plus incertain que le leur. Ils souffrent de se sentir en insécurité. Ils souffrent aussi de voir leur mode de vie contesté et leur inquiétude méprisée. Là encore, Jacques Chirac avait été précurseur. Son diagnostic sur la fracture sociale posé en 1995 est plus que jamais d'actualité. Les fractures traversent notre territoire. Et c'est la raison pour laquelle, dès 2015, j'ai mis la réduction de la fracture sociale et territoriale au cœur de mon action pour la région Île-de-France. Oui, il y a aujourd'hui une frontière invisible dans notre pays, entre les gagnants de la mondialisation et tous ceux pour qui elle est synonyme de chômage, de perte de pouvoir d'achat et d'insécurité culturelle. Une fracture entre ceux pour qui le monde est un village et ceux pour qui leur village, c'est le monde, et qui voient leur village dépérir.
Une fracture entre ceux qui auront toujours les moyens d'habiter des quartiers protégés, de mettre leurs enfants dans les meilleures écoles privées, de financer leur santé, et tous les autres, la grande majorité, qui comptent chaque mois à l'euro près et qui réclament l'aide protectrice d'un État enfin juste. Une fracture entre une France où l'immobilier flambe, interdisant à la plupart des Français de devenir propriétaires, et de l'autre côté, une France où les prix immobiliers s'effondrent, privant les propriétaires des économies d'une vie de travail. Une fracture entre une France qui attire les investisseurs et une France qui subit de plein fouet la désindustrialisation. Une fracture entre une France des centres métropoles où on a tout sous la main et une France périurbaine et rurale où il faut prendre sa voiture pour acheter son pain, ses timbres ou simplement retirer de l'argent. Cette France qui souffre, je la vois partout, y compris de la fenêtre de mon nouveau bureau que j'ai installé en Seine-Saint-Denis, le département le plus pauvre de France. Dans trop de territoires, je vous le dis, l'État a disparu du paysage. Alors attention, attention. 9 mois après le début de la crise des Gilets jaunes, les Français ne veulent pas être payés en fausse monnaie. Or aujourd'hui, Emmanuel Macron ne fait pas le quart de ce qu'il faudrait pour redresser la France. Certes, notre parole porte davantage aujourd'hui dans le monde et les Français en sont légitimement fiers. Mais l'heure est venue, Monsieur le Président de la République, de vous occuper aussi des problèmes de la France et des problèmes des Français. Car le en même temps a atteint ses limites. On attendait un président stratège, il apparaît bien tacticien. On attendait un gouvernement en mouvement, le voici en marche vers l'immobilisme. Monsieur le Président, vous affirmez vouloir baisser les impôts. Et pourtant, vous laissez déraper les déficits, vous refusez de réduire le nombre de fonctionnaires, vous repoussez sans cesse la suppression de la taxe d'habitation ou la baisse de l'impôt sur les sociétés. Vous voulez la vérité? Avec vous, la France n'est pas prête de perdre son titre de championne du monde des impôts et des taxes. Monsieur le Président, les Français vous attendaient fourmis. Ils vous attendaient fourmis et ils vous découvrent cigales. Quelles seront nos marges de manœuvre si la récession frappe l'économie mondiale? Le réveil risque d'être brutal. Alors vous dites défendre l'autorité. Et pourtant, vous proposez de rendre irresponsables pénalement les mineurs de 13 ans. La vérité, cela livrera les adolescents de plus en plus jeunes aux caïds qui les instrumentalisent pour faire exploser les vols, les cambriolages et les trafics. Vous vous présentez comme intraitable sur l'immigration illégale et pourtant vous refusez toujours de mettre fin à la quasi-gratuité des transports publics pour les clandestins. La vérité, notre politique sociale la plus généreuse d'Europe vis-à-vis des illégaux coûte des milliards et elle les attire sur notre sol. Vous vous dites préoccupé de la situation des banlieues et des quartiers populaires. Et pourtant, vous avez enterré en grande pompe le rapport Borloo sur lequel tant de maires avaient travaillé. Qu'en est-il de la gestation pour autrui, la GPA? Vous nous dites jamais. Eh bien, gravons-le clairement dans le marbre de la loi. La France, et c'est notre honneur, c'est le seul pays au monde, l'un des seuls pays au monde, où on ne vend pas ses organes, où on ne vend pas son sang, où on ne vend pas son sperme. Alors, Monsieur le Président de la République, avec libre, nous vous demandons de protéger l'intégrité du corps de toutes les femmes et d'inscrire dans la Constitution que la France interdit toute forme de marchandisation du corps humain.
Le en même temps, finalement, ça n'est pas une ligne politique, c'est un perpétuel zigzag, celui d'une majorité hétéroclite qui vous conduit, en fin de compte, trop souvent, à faire du surplace. Alors oui, parfois c'est habile, c'est rusé, mais Monsieur le Président, on ne gagne pas la confiance du peuple en rusant avec les Français. On ne gouverne pas durablement en rusant avec les Français. On gagne durablement leur confiance, et les paysans corréziens le savent, en traçant son sillon droit. Mes chers amis, je veux vous parler des retraites. Gouverner, c'est dire la vérité, sans tricher. La vérité, nous la connaissons tous ici. Pour sauvegarder nos retraites, nous allons devoir travailler plus longtemps. Comme dans tous les pays d'Europe. C'est démographique. Et c'est une chance parce qu'on va vivre plus longtemps. Les Français attendent du gouvernement de la clarté, là où ils ne voient que de l'esquive et de l'incertitude. Car le gouvernement a d'abord parlé de mettre en place un âge pivot, pour ne pas dire clairement qu'il allait falloir travailler plus. Puis, plus d'âge pivot. Vous préférez organiser la réforme autour de la durée de cotisation. Mais quelle durée? 43 ans? 45 ans? Plus? Jusqu'à quel âge? Pour ne parler que d'elles, les femmes, qui ont toutes eu des carrières hachées, parfois des carrières incomplètes, des emplois souvent pénibles et mal payés, devront-elles continuer à travailler 70 ans? Alors sur un sujet aussi grave, il ne peut pas y avoir de stratégie d'évitement. Il faut avoir le courage de la réforme. Ce courage, la droite l'a eu 3 fois, avec Édouard Balladur, avec Jacques Chirac, avec Nicolas Sarkozy. C'est ça l'esprit de responsabilité. Et ce courage, je le revendique à mon tour, en disant clairement les choses. Oui, il va falloir progressivement travailler jusqu'à 65 ans. Oui, il faut renouer le pacte de confiance avec les retraités en garantissant l'indexation des retraites sur les prix. Oui, il faut sanctuariser les pensions de réversion des veuves et des veufs. Oui, il faut relever le minimum vieillesse pour le fixer à 1 000 €. Et oui, il faut tenir compte des carrières longues et de la pénibilité. Monsieur Macron, vous avez mes réponses sur les retraites, j'attends les vôtres. Hervé Morin l'a très bien dit, l'esprit de responsabilité, c'est poursuivre les réformes indispensables au pays, même en période d'élection municipale, et ne pas mettre le gouvernement sur pause jusqu'à la fin du quinquennat. Alors, chers amis, parce que l'heure est grave, j'ai donc choisi d'être libre. Libre de ma parole et libre de mes actes. Et oui, c'est parce qu'à 20 ans, j'ai fait le choix de m'occuper de l'intégration des travailleurs immigrés et de leurs familles, que j'ai pu voir de près les ravages de l'immigration clandestine et l'inhumanité de ceux qui en font commerce. C'est à cause de cette expérience que je peux aujourd'hui assumer une parole forte sur l'immigration. C'est parce qu'à 39 ans, j'ai accepté de mener la réforme peut-être la plus risquée du quinquennat Sarkozy. Toi, tu as fait quand même celle de la défense, c'était pas mal non plus. Mais moi, j'ai fait celle des universités, il y a eu plus de mouvements de grève. Les étudiants ne sont pas les militaires de notre pays. Et c'était une grande réforme, la réforme de la défense. Donc j'ai fait celle des universités, j'ai tenu face à la rue durant 9 mois de grève. Et c'est pour ça que je peux assumer une parole forte sur les réformes. Ma légitimité, c'est celle du travail, des urnes et des résultats. Dans ma vie politique, on ne m'a rien donné. J'ai conquis. Dans mon combat pour l'Île-de-France, je me suis invitée là où on ne m'attendait pas pour m'imposer à ma famille politique, puis dans un territoire qui avait systématiquement voté à gauche depuis 17 ans. Un grand merci à vous tous qui m'y avez aidé. C'est parce qu'aujourd'hui à la région j'ai baissé les dépenses depuis 3 ans et réduit le nombre de fonctionnaires que je peux avoir une voix forte sur la baisse des impôts et le pouvoir d'achat. C'est
parce qu'avec Patrick Caram, j'ai fait adopter une charte de la laïcité et de l'égalité femmes-hommes, mais aussi un plan de lutte contre toutes les discriminations, que je peux avoir un discours fort sur la nation. À Libre, nous faisons de la politique par la preuve, en nous nourrissant de l'expérience du terrain. La politique par la preuve, c'est le contraire de l'hypercommunication macronienne. Mais c'est aussi le contraire de la démagogie populiste. Si je m'engage aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une urgence démocratique, une urgence à rompre le face-à-face qui s'installe aujourd'hui entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ce face-à-face, c'est une double impasse. Si la droite ne se réveille pas pour incarner une alternative crédible pour les Français, j'ai la conviction, tout comme Hervé, que Marine Le Pen arrivera un jour au pouvoir. Et ça, je ne m'y résous pas. Les populistes prétendent parler au nom du peuple, mais je vous le dis, c'est faux. Les populistes sont les ennemis du peuple. Quand ils parlent au peuple, ils ne lui disent pas la vérité. Ils lui disent ce qu'il a envie d'entendre. C'est totalement différent. Au risque de plonger le pays dans la faillite. Ainsi, Marine Le Pen défend la retraite à 60 ans. C'est tellement facile. Mais ça coûterait 20 milliards d'impôts supplémentaires aux Français. La vérité, c'est qu'on ne peut pas défendre le pouvoir d'achat, les gilets jaunes et promettre la retraite à 60 ans. C'est démagogique. C'est ça, le populisme. Les populistes se présentent comme des patriotes. Mais je vous le dis, c'est faux. On ne peut pas prétendre défendre la France et les Français quand on élabore son programme européen avec Steve Bannon, le conseiller de M. Trump, dont la seule ambition est de détruire l'Europe. On ne peut pas se prétendre patriote quand on accepte les soutiens des proches de Vladimir Poutine. Marine Le Pen fait des pactes dangereux. C'est irresponsable, c'est le populisme. Alors elle se présente comme une défenseur de l'autorité et des forces de l'ordre. Mais c'est faux. Quand un gendarme se fait passer à tabac par un gilet jaune à Paris, que dit Marine Le Pen? Rien. Aucune condamnation. C'est irresponsable. Moi, mon soutien aux forces de l'ordre, il ne se dément jamais, quelles que soient les circonstances. Alors, pour contrer les populismes, nous devons incarner une vraie alternative. Et j'ai acquis la conviction que cette alternative se construira sur 3 piliers. Un pilier centriste, il est devant nous. Un pilier de la droite conservatrice, qui est utile et nécessaire, mais aussi un pilier porteur, celui de la droite moderne. Et Gérard Larcher, notre président du Sénat, dans sa sagesse, mesdames et messieurs les sénateurs, l'a parfaitement compris. Cette droite moderne, elle est fière de ses valeurs, elle ne les renie pas, elle les assume pleinement, mais elle les applique dans la France d'aujourd'hui, et c'est ça qui change tout. Alors oui, nous avons un espace politique. Oui, j'ai la conviction que jamais la France n'a eu autant besoin des solutions de la droite. Les Français réclament de l'autorité. Ils réclament moins d'impôts. Ils veulent vivre de leur travail. Ils réclament la défense de leur mode de vie, de leur culture, la défense de la famille. Ces valeurs, ce sont les valeurs historiques de la droite. Mais en même temps, le monde change. Le pays change. Les Français aussi. Et la faute de la droite, depuis 3 ans, c'est de ne pas s'être renouvelée au même rythme que le pays. Alors oui, nous devons rénover notre logiciel de pensée, parce que je vous le dis très simplement, on ne regagnera pas la confiance des Français avec les solutions d'hier, ni avec la nostalgie de la France d'hier. À Libre, nous voulons construire une droite moderne, mais une droite qui apporte des solutions à la France d'aujourd'hui et de demain. Alors oui, Libre, c'est une droite forte, qui ne lâchera rien sur le régalien. Libre refuse et la démagogie et le laxisme. Libre revendique de dire qu'il n'y a pas de politique de sécurité efficace et qui protège, sans sanction efficace. Parce que la peur doit changer de camp dans beaucoup de quartiers de France.
C'est pourquoi Libre propose l'abaissement de la responsabilité pénale à 16 ans ou, comme nos amis danois, que les peines soient doublées dans les quartiers dans lesquels la criminalité est la plus forte. Et ça vaudrait bien sûr pour les Champs-Élysées qui ont été saccagés par les cagoules noires. Mais ne comptez pas sur moi pour faire des propositions à l'emporte-pièce, inapplicables et inefficaces, comme l'enfermement sans procès de tous les fichés de France. Je propose pour ma part, et ça ce serait efficace, de les inculper d'intelligence avec l'ennemi. Pour les djihadistes et les criminels les plus violents, Libre propose de créer enfin des prisons de haute sécurité. Parce que la prison doit cesser d'être l'école du crime et de la radicalisation. Alors Libre, c'est aussi une droite qui propose des solutions concrètes pour réduire l'immigration clandestine. Depuis 2 ans, nous demandons d'instaurer des quotas d'immigration par pays et d'interdire le droit du sol pour les enfants nés de parents clandestins sur notre territoire. Ouvrons aussi les yeux sur les abus du droit d'asile. Est-ce que quelqu'un dans cette salle comprend que le premier pays d'origine des demandeurs d'asile cette année, c'est l'Albanie? L'Albanie, pays européen qui candidate pour entrer dans l'Union européenne. Alors moi je propose qu'on n'accepte plus les demandes d'asile venant de pays sûrs, de pays qui ne sont pas en guerre, de pays dans lesquels les ressortissants ne sont pas en danger et qu'on les fasse instruire par nos ambassades sur place. Parce que les demandeurs déboutés ne repartent plus chez eux, on le sait. Ils restent et ils s'installent. Enfin, nous devons conditionner nos aides au développement aux pays qui acceptent de signer des accords de retour de leurs ressortissants, y compris les mineurs isolés, qui deviennent, et c'est un vrai scandale humain, une nouvelle filière d'immigration illégale. Rendez-vous compte, les familles envoient leurs enfants à 15 ans, à 16 ans, à 17 ans, à l'étranger, au bout du monde, tout seuls, parce qu'ils sont protégés par un statut qui leur donne le droit de rester en France. Alors vous voyez bien, il faut des solutions concrètes aux problèmes que nous connaissons. Et les départements n'arrivent plus à faire face et ils le disent haut et fort. Par ailleurs, Libre est une droite laïque. Parce que la laïcité à la française, c'est le ciment de la France de demain. Une France qui compte désormais 6 millions de Français musulmans. Alors la laïcité, c'est la neutralité des services publics, mais c'est aussi le respect intransigeant des lois et des valeurs de la République. Pour le dire en un mot, chaque citoyen français doit avoir les mêmes droits, mais aussi les mêmes devoirs. Et ce qu'on a demandé depuis des siècles à tous les Français chrétiens, à tous les Français juifs, eh bien on doit pouvoir le demander exactement dans les mêmes termes à tous les Français musulmans. Il n'y a pas de poids de mesure. Et c'est cette laïcité que j'applique chaque jour dans ma région. Alors oui, j'ai interdit le port du burkini dans les baignades régionales. Même si pour cela, je me suis attiré les foudres du défenseur des droits. Eh oui. Oui, j'ai imposé à ceux qui bénéficient d'une subvention de la région la signature d'une charte de la laïcité. Même si pour cela, je me suis attiré les cris d'orfraie de la gauche bien pensante et de Jean-Louis Bianco. Moi, je vous le dis, je ne connais pas la loi des quartiers. Je ne connais pas la loi du pays d'origine. Je ne connais pas la loi de la religion. Je ne connais qu'une seule loi, c'est la loi de la République. Cette loi, elle est au-dessus de la loi. Alors Libre, c'est aussi une droite réformatrice. Et ne laissons pas le monopole de la réforme à Emmanuel Macron, surtout qu'il en fait des plutôt petites. La réforme, c'est l'ADN de Libre. En l'espace de quelques mois, nous avons déjà produit 8 cahiers de propositions et plus d'une centaine de mesures. Je peux tous vous les résumer. Mais je voudrais tirer un coup de chapeau à tous les groupes de travail qui contribuent à faire de Libre un mouvement d'idées bouillonnant, créatif, qui propose des solutions neuves aux Français. Alors oui, pour nous, la mère des réformes, n'est-ce pas Maëlle?
c'est la baisse de la dépense publique. Et contrairement à ce que dit le gouvernement, mais c'est la dépense, c'est possible. J'ai fait 1 milliard d'euros de baisse de dépenses en 3 ans dans ma région. Si l'État avait fait la même chose que moi, c'est des dizaines de milliards d'euros qui auraient pu être économisés pour les Français. Alors soyons clairs, sans baisse des dépenses publiques, il n'y a pas de baisse durable des impôts. Sans baisse des dépenses publiques, il n'y a pas de hausse du pouvoir d'achat, il n'y a pas de revalorisation des salaires, il n'y a pas de compétitivité retrouvée pour nos entreprises, il n'y a pas de baisse durable du chômage. Arrêtons de faire le choix du chômage, ça fait des décennies que nous faisons ce choix. C'est insensé que dans notre pays, ça fait 10 ans qu'on le dit dans tous les meetings auxquels j'ai assisté, ceux qui travaillent dans des emplois pénibles et mal payés ne gagnent pas nettement plus que ceux qui vivent du RSA. Et c'est pourtant ça la réalité de la France d'aujourd'hui, toujours et encore. Alors oui, il faut avoir le courage de dire qu'il faut augmenter les revenus du travail et pas les allocations. Oui, il faut revenir à la défiscalisation intégrale des heures supplémentaires instaurée par Nicolas Sarkozy. Et oui, il faut continuer de baisser les charges pour augmenter les salaires. Libre, c'est aussi, Hervé sera content, une droite écologiste. L'écologiste, c'est une conviction profonde depuis le début de mon engagement politique. J'étais l'oratrice de la majorité présidentielle lorsque Jacques Chirac a inscrit la charte de l'environnement dans la Constitution en 2004. Et lorsque j'étais ministre de la Recherche, j'ai fait trancher l'Académie des sciences contre Claude Allègre sur l'existence du réchauffement climatique. Alors, l'écologie de Libre, c'est quand même une écologie très différente de celle du gouvernement, parce que ce n'est ni une écologie, ce n'est pas une écologie punitive, et ce n'est pas non plus comme celle que prônent les Verts, une écologie de la décroissance. L'écologie de Libre, c'est celle d'une croissance saine et sobre, qui pense que le progrès peut apporter des solutions, que le progrès n'est pas toujours un problème. Si demain, la voiture devient silencieuse et non polluante, est-ce qu'il faut continuer de la combattre? Ben voilà, toute l'absurdité de l'écologie doctrinaire est là. Alors aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui pratique une écologie antisociale. Moi je le dis, il faut en finir avec l'écologie qui interdit et qui taxe. On n'en peut plus de l'État qui fait les poches des Français. Alors je propose d'adopter le principe de zéro hausse d'impôts. On veut une fiscalité écologique? Eh bien quand on taxe les billets d'avion, on baisse d'autant les taxes sur les billets de train. Zéro hausse d'impôts, c'est ça l'écologie positive. Alors Libre, c'est aussi une droite, et je l'assume, 100% pro-entreprise. En matière d'économie, le libéral que tu es sera content. À Libre, nous savons où nous habitons. Et chez nous, on ne fera jamais alliance avec la France insoumise pour lutter contre des privatisations qui ont été inscrites dans tous les programmes de la droite, ceux de Nicolas Sarkozy, d'Alain Juppé et de François Fillon. Pour citer Churchill, je dirais que là où certains responsables politiques considèrent trop souvent les chefs d'entreprise comme des vaches à lait, nous savons que ce sont les chevaux qui tirent le char. Et c'est pour ça que nous sommes pour la baisse des impôts de production, 3 fois plus élevés en France que chez nos voisins. C'est pour ça que nous demandons une règle d'or de stabilité fiscale dans la Constitution. Et c'est pour ça, Monsieur le Président des Régions de France, que nous demandons le droit pour les régions de réduire leur fiscalité, et en particulier la CVAE, pour pouvoir attirer des emplois dans les zones rurales et les zones désindustrialisées. Bonus, malus, oui, parce que ça, c'est une mesure anti-fracture. Et je sais, mon cher Hervé, mon cher Pascal, que les régions et les départements, nous sommes les antidotes aux effets pervers de la métropolisation et aux fractures. Alors Libre, c'est aussi une droite sociale, pas socialiste, mais je revendique ce beau mot de droite sociale, de gaullisme social. Le gouvernement s'est récemment rendu compte que certaines personnes touchaient plus au chômage que lorsqu'elles étaient au travail.
Il est temps d'en finir avec cette politique de tous les abus qui conduit à toutes les frustrations et à toutes les injustices. Alors repeignons toutes nos politiques d'aide sociale pour voir qui gagne, qui perd et valoriser le travail. Libre revendique le droit à la santé pour tous les Français. Alors le droit à la santé pour tous les Français, mais ça passe par une réforme profonde de notre système de soins. Face à la colère des urgentistes, à la pénurie des professionnels de santé, il va falloir oser innover. Qui peut comprendre qu'une infirmière libérale, avec 25 ans de métier, ne puisse pas prescrire ne serait-ce qu'un Doliprane? Moi, je propose qu'on crée un nouveau statut d'infirmière praticienne, comme au Canada, à Bac+5, qui leur permette, sous le contrôle des médecins généralistes, de prodiguer plus de soins, y compris à domicile. Cela soulagerait les généralistes, mais ça permettrait aussi de revaloriser le tarif de leurs consultations, qui valent beaucoup plus que 25 €. Qui peut comprendre qu'on mobilise parfois plusieurs pompiers et les services d'urgence pour quelques points de suture? Tout ça parce que le système est mal organisé et que les Français ne savent pas à quelle autre porte frapper ou quel autre numéro appeler. Alors oui, il faut créer un numéro d'appel unique et installer des maisons médicales libérales à côté des urgences. Libre, c'est aussi une droite de la deuxième chance qui tend la main aux plus fragiles. Et je ne prendrai qu'un seul exemple. Tu as parlé d'éducation. Comment se fait-il que l'éducation nationale soit incapable d'avoir le fichier à jour des décrocheurs scolaires? Résultat, il n'est pas possible de les contacter tous, ni de leur proposer à chacun une solution d'insertion. Alors libre, c'est aussi une droite résolument européenne. L'Europe, vous le savez, c'est notre bouclier face aux États-Unis, à la Chine et à la Russie. Mais elle doit d'urgence se réveiller. Nous demandons un changement radical de la politique de la concurrence pour construire enfin de vrais champions industriels européens. Nous voulons un changement radical des politiques migratoires avec des frontières extérieures enfin sécurisées et un droit d'asile enfin harmonisé. À l'heure où le numérique et l'intelligence artificielle s'installent partout dans nos vies, nous devons rester maîtres de notre destin. C'est pourquoi nous exhortons l'Europe à peser de tout son poids et sans ambiguïté pour le démantèlement des GAFAM qui abusent de leur position dominante. Et nous l'exhortons à affirmer le droit fondamental à la protection de nos données personnelles. Libre, c'est enfin une droite qui porte une vision décentralisatrice de la société. Parce que jamais l'État n'a été aussi intrusif dans notre pays, comme s'il tentait de conjurer son impuissance en s'immisçant chaque jour un peu plus dans notre vie privée. Alors à force de vouloir s'occuper de tout, l'État ne remplit plus ses missions premières, l'éducation, la santé, la sécurité, la justice. Libre prône un pacte girondin, un pacte de confiance avec les collectivités locales. En 2014, j'ai accompagné vers la victoire toute une génération de jeunes maires, dont un grand nombre sont ici aujourd'hui, et j'espère en accompagner encore d'autres en mars prochain. Mais avec eux, nous avons un message clair. L'État doit lâcher prise et faire plus confiance aux collectivités locales et à la société civile, car c'est au plus près du terrain qu'on répond le mieux aux problèmes des Français. Mes chers amis, la France n'est pas un pays comme un autre. Il y a peu de nations universelles. La France en fait partie. C'est ce qui fait sa force, c'est ce qui lui donne sa voix singulière, qui nous remplit de fierté. Si j'ai choisi le mot libre, c'est naturellement en écho à la France libre du général de Gaulle, dont les grands principes nous guident aujourd'hui. J'assume mon héritage, je suis gaulliste. Et le gaullisme porte en lui la nation française réconciliée. André Malraux disait du parti gaulliste que c'était le métro à 6 h du soir. Eh bien, ça fait longtemps que la droite française ne rassemble plus en son sein toute la diversité du peuple de France. Eh bien, ici à Libre, ici à Brive,
nous revendiquons d'avoir rassemblé la diversité du peuple de France. Parce que Libre est un mouvement d'idées ouvert à tous, ouvert à tous les Français, d'où qu'ils viennent, tous ceux qui partagent notre vision et notre ambition pour la France. Ernest Renan écrivait « Ce qui constitue une nation, ce n'est pas de parler la même langue ou d'appartenir à un groupe ethnographique commun. C'est d'avoir fait ensemble de grandes choses par le passé et de vouloir encore en faire à l'avenir. » Alors je vous pose cette question à tous. Voulons-nous encore faire de grandes choses? Ensemble. Mais alors pour cela, il faut réduire nos fractures et réconcilier notre nation. C'est un combat de l'urgence et du courage qui ne supporte aucun renoncement. De mon côté, je suis prête. Je suis prête à me retrousser les manches. Je suis prête à parcourir la France. Je suis prête à construire avec vous un programme courageux. Mais pour cela, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre créativité. J'ai besoin de votre énergie. J'ai besoin de votre audace. Ensemble, incarnons une France fière. Ensemble, remettons la France en mouvement. Ensemble, redonnons espoir aux Français. Ensemble, car avec vous tous, c'est possible. Vive la République et vive la France!